Bonjour ou bonsoir, en fait, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. La semaine dernière, comme vous avez pu le constater ou pas d'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo parce que mon micro a décidé de rendre l'âme. Donc j'ai un tout nouveau micro qui se trouve ici. J'espère en tout cas que le son sera meilleur étant donné qu'il est de meilleure qualité et que celui-ci ne me lâchera pas avant un certain temps. Et maintenant, place à la vidéo. Nous sommes en décembre 1978, à Des Plaines plus précisément, dans une petite banlieue tranquille de Chicago. Ce soir-là, Robert Pist, un jeune adolescent de 15 ans, termine son service dans une pharmacie. C'est un petit job étudiant qu'il a comme ça, histoire de gagner un peu d'argent. Un homme entre, c'est un entrepreneur, il est bien habillé, il semble très sociable, et apparemment il est connu dans le coin. Il propose à Robert un petit boulot de peinture, car celui-ci a une petite société qui s'occupe des rénovations de bâtiments. Et apparemment, c'est bien mieux payé que ce qu'il y gagne en pharmacie. Robert dit alors à sa collègue qu'il sort juste quelques minutes pour en discuter et prendre ses coordonnées, mais seulement, Robert, il disparaît. Sa mère, qui l'attendait près de la pharmacie à la fin de son service, ne voit pas sortir, interroge alors sa collègue, qui dit qu'elle ne l'a pas revu depuis la rencontre avec le mystérieux entrepreneur. C'est très étrange car Robert sait que c'est l'anniversaire de sa mère aujourd'hui et qu'ils doivent le fêter. Donc en aucun cas il serait parti pour boire un verre ou du moins sans la prévenir car il y a une fête d'anniversaire qui les attend. Ça l'inquiète énormément, mais rien à faire, ils ont beau essayer d'attendre Robert, il ne reviendra jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle John Wayne Gacy. Et cet homme, malheureusement, a inspiré pas mal de films et de jeux vidéo pour son personnage de clown tueur. Comme Gripsou dans ça, qui est tiré de l'histoire de Stephen King. Vous savez, ce clown qui essaye d'attirer les enfants dans les égouts. Voici un extrait. Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Il a également inspiré le Joker, sorti en 2019, notamment grâce à son maquillage, ou à cause de son maquillage, je ne sais pas trop. Je vous mets une photo ici de Pogo le clown, donc qui est John Gacy, et un petit extrait du Joker pour que vous puissiez faire une comparaison. Voilà, la ressemblance est quand même assez marquante. Il y a un clown aussi qui a plus ou moins la même apparence dans un jeu vidéo qui s'appelle Dead by Daylight. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je suis pas très douée en anglais. Et on retrouve aussi le personnage de John Wayne Gacy sous sa véritable identité, du coup, dans des séries comme American Horror Story Hotel. Like a tradition. It's a real honor to be invited. Only the ones of us who really took the master's advice gets an invite. Ou dans la série South Park, où on le retrouve à côté de Ted Bundy et de Jeffrey Dahmer. Gacy, sombre merde, pourquoi tu l'as tué? J'ai pas fait exprès. Et si le monde de l'audiovisuel s'en inspire énormément et parle de lui, assez malheureusement parce qu'il a commis des actes terribles. Alors revenons à l'histoire de Robert Pist que vous avez écouté en début de vidéo. Donc lorsque la police est alertée, elle fouille un peu la pharmacie et tombe sur le devis de peinture au nom de John Wayne Gacy. Donc parcourons un peu la vie de John Wayne Gacy, de sa naissance aux années 70, ou 70 pour nos amis français. Alors John Wayne Gacy, il naît en 1942 à Chicago. Il est issu d'une famille de classe moyenne et c'est le deuxième enfant parmi les trois. Son père, qui s'appelle John Stanley Gacy, c'est un mécanicien vétéran de la Première Guerre mondiale. Et si on pouvait le caractériser, c'est un homme colérique, autoritaire, qui est souvent ivre. Sa mère, Marion, en revanche, elle est de nature opposée. Elle est douce, protectrice et elle est très proche de son fils John. Mais cette relation, elle attire la colère du père qui le traite souvent de mauviette et qui le rabaisse sans cesse. Dès son plus jeune âge d'ailleurs, Gacy grandit avec une espèce de double blessure. Il a ce besoin d'être aimé et reconnu et il a aussi honte d'être jugé de faible. Il a aussi des problèmes de santé comme des évanouissements fréquents, des troubles cardiaques, ce qui le rend inapte aux activités physiques. Et à ce moment-là, son père en profite, le rabaisse, le traite de lâche, de gros,
et de tout ce qu'un enfant en fait ne voudrait pas entendre, surtout venant de la bouche de son papa. Adolescent, Gacy se sent isolé, il est complexé, il développe une espèce d'obsession pour le contrôle et l'image qu'il renvoie. Il veut absolument être aimé, admiré et surtout respecté, chose que son père ne lui a jamais donnée. À la fin des années 50, John décide de quitter Chicago pour essayer de se construire ailleurs. Il enchaîne alors les petits boulots, notamment comme vendeur de chaussures, avant de rejoindre le parti démocrate local, où il découvre le pouvoir de la mise en scène et du charisme public. Il est habile, ambitieux, toujours souriant. Il comprend vite qu'en société, le paraître peut tout dissimuler. En 1964, Gacy épouse Marilyn Meyers. C'est une jeune femme qui est issue d'une famille plutôt aisée. Son beau-père d'ailleurs lui propose de gérer 3 restaurants KFC à Waterloo dans l'Iowa. Gacy s'y installe avec sa femme Marilyn et devient rapidement un homme d'affaires prospère. Il gagne bien sa vie, il a une belle maison et s'intègre parfaitement à la communauté. À Waterloo, Gacy, il rejoint les Jaycees. C'est une organisation d'hommes d'affaires très influente. Il y est populaire, il est charismatique et il multiplie les actions communautaires. Mais des rumeurs commencent à circuler à son sujet. Les réunions des Jaycees dérivent souvent en soirées alcoolisées et sexuelles. Et Gacy y aurait proposé des films pornographiques ou fait des avances à des jeunes hommes. Et à cette époque, l'homosexualité est très mal vue. En public, il est irréprochable, mais en privé, il expérimente sa sexualité tout en se disant être non homosexuel. Lui, il se dit même pas amoureux et il fait ça un peu par expérience pour voir si ça peut lui plaire ou non. Et dans ce double jeu permanent, sa personnalité se fige. Il est gentil, drôle, serviable à l'extérieur, mais malheureusement, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est dominateur, manipulateur et très violent. En 1967, il invite chez lui un jeune homme de 15 ans, un certain Donald Voorhees. C'est le fils d'un membre des Jaycees. Il l'attire sous prétexte de lui montrer un film, puis l'agresse sexuellement. Donald finit par tout raconter à son père et Gacy y est arrêté. Il est condamné à 10 ans de prison pour sodomie sur mineur. Les psychiatres à l'époque le décrivent comme étant un psychopathe, mais il est capable de feindre la normalité. Et ça, c'est très important pour la suite. Sa femme, après cette accusation et inculpation, demande le divorce. Et Gacy, en plus de perdre sa liberté, perd la garde de ses 2 enfants. Pourtant, en prison, il ne se laisse pas faire. Il aurait pu se laisser aller, mais il se comporte comme un détenu modèle. Il devient chef cuisinier, dirige une équipe et arrive même à obtenir des faveurs. Imaginez-vous en prison, si vous veniez à vous fâcher avec John, vous risquez de retrouver des choses un peu inappropriées dans vos plats, comme des cafards, du crachat ou encore une mauvaise association de sauces, ce qui rendrait votre plat immangeable. En 1970 ou 70, après seulement 18 mois, il est libéré sous condition pour bonne conduite. Je vous rappelle quand même, il a été inculpé pour 10 ans et il sort au bout de 18 mois. Gacy décide de faire son retour à Chicago. Il veut tout recommencer. Alors il va s'installer à Norwood Park, un quartier qui est plutôt tranquille. Il se remarie avec une ancienne connaissance, Carol Hoff, et se présente comme un homme rangé. Il organise des barbecues, rend des petits services au quartier. Bref, John Wayne Gacy est vraiment l'homme à marier. Il est présentable, respectueux, sociable, il a tout pour plaire. Mais très vite, sa façade va se fissurer. Il passe des nuits entières dans son garage qu'il a emménagé, mais dont personne ne sait. Et il reçoit là-dedans des jeunes hommes, et on ne sait pas trop ce qu'il fait avec. Mais il s'isole de plus en plus. En parallèle, il fonde sa propre entreprise, la Painting, Decorating, Maintenance. Elle est spécialisée dans la peinture et les petits travaux. Et John va engager des jeunes garçons. Ça lui permet de ne pas tous les rémunérer
Et il y en a même certains qui disparaissent complètement. En parallèle, Gacy il devient bénévole pour des hôpitaux et des fêtes locales. Je vous rappelle, son image est extrêmement importante et se faire bien voir en fait partie. Là-bas, dans ses petites actions, il incarne un clown qui s'appelle Pogo. Il adore se maquiller, il amuse les enfants, il fait rire les gens. C'est son alibi parfait, le visage d'un clown qui cache celui d'un monstre. Il se rend à des événements politiques, fréquente des figures locales et il se vante d'avoir des contacts avec la mairie et même la police. Il est à ce moment-là respecté, intégré et il se sent presque intouchable. À la fin des années 70, Gacy, c'est un entrepreneur prospère. Il conduit des voitures de luxe, c'est quelqu'un qui roule extrêmement vite. Il participe à des campagnes de partis démocrates. Il reçoit, comme je vous l'ai dit, ses voisins pour des barbecues. Mais de plus en plus, il y a quelque chose de dérangeant dans la maison de John Wayne Gacy. Et ce qui dérange particulièrement le voisinage et sa femme, c'est l'odeur. Une odeur abominable qui s'échappe du vide sanitaire. John ne s'inquiète pas plus que ça. Il parfume sa maison, il l'aère tant bien que mal et il explique que c'est un problème de canalisation. Mais rien à faire, c'est insupportable pour l'entourage et il décide progressivement d'annuler ses petits rendez-vous barbecue car au lieu de mettre en appétit, ça les fait plutôt vomir. En fouillant un peu la vie de John Wayne Gacy, la police va tomber sur un extrait de casier judiciaire où on parle de cette fameuse condamnation pour sodomie sur un mineur qui a eu lieu en 1967. Il remarque aussi qu'il y a quelques faits pour troubles à l'ordre public, mais aussi des agressions. Avec cette condamnation sur mineur, la police obtient très rapidement un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller sa maison, histoire de voir si Robert Pist ne se trouve pas chez lui. Lorsqu'ils entrent dans la maison de John Wayne Gacy, les policiers remarquent une décoration pour le moins particulière. Il y a sur les murs des portraits de clowns, mais des clowns maléfiques. Le couloir de sa maison, il est décoré avec des lignes un peu abstraites et extrêmement colorées. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez vous en faire une idée. Et chaque pièce de sa maison a un style très différent. Si vous allez dans son salon, vous n'aurez pas la même décoration que dans ses toilettes ou encore dans sa chambre. Les enquêteurs tombent aussi sur des titres de livres très bizarres. Notamment un titre qui les marque particulièrement, c'est « Les beaux garçons doivent mourir ». Ils y trouvent aussi des jouets SM, des sextoys, des chaînes, des menottes, un reçu de photos qui a été développé, une chevalière d'un lycée qui semble ne pas lui appartenir avec les initiales JAS, des objets comme des permis de conduire ou des cartes d'identité qui appartiennent à d'autres personnes. Alors c'est très étrange d'avoir ça chez soi, mais il n'y a aucune preuve qui pourrait faire croire que Robert Pist était chez lui. Alors la police, elle va continuer de fouiller et elle va tomber sur un vide sanitaire. Donc c'est une espèce de petite trappe comme ça qu'il soulève et en regardant d'un peu plus près, à part de la boue, il ne voit rien. Donc il referme cette trappe et c'est la fin de la perquisition. Cette perquisition, elle ne mène à rien. Mais la police a quand même des doutes sur cet homme, sur John Wayne Gacy. Et elle va donc décider de le suivre, de le pister. Peu importe où il ira, la police l'accompagnera. Alors très rapidement, ils vont se faire griller parce que de base, ils comptaient y aller en filature, mais John Wayne Gacy remarque très vite qu'il est suivi constamment. Il y a une voiture qui le suit de près, mais il s'en fiche complètement. D'ailleurs, il va même en faire ses amis. Lorsqu'il va quelque part, il les présente soit comme ses gardes du corps, soit comme ses potes. Les policiers, ils le trouvent bizarre, ils le trouvent arrogant. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop à l'aise face à la situation. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas quoi. Mais même si John rit de la situation, à un moment donné, ça va commencer à l'agacer et à le faire stresser. La raison étant que la police interroge constamment les gens de son entourage à propos de John. Et son entourage, qui commence à avoir des doutes sur toutes les questions qu'on lui pose, s'isole progressivement de Gacy. Et rappelez-vous, Gacy, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'isolement. C'est quelqu'un qui adore son image, qui adore sa réputation, qui est sociable, qui a besoin de se montrer. Et donc, au fur et à mesure
où il y a cet isolement qui s'installe, Gacy commence à faire des erreurs. La première étant de se faire ami-ami avec ses policiers. Un jour, alors qu'il a envie d'aller boire des verres avec ses potes et qu'on lui refuse, il décide d'inviter chez lui les 2 policiers qui le suivent. Bon, on a dit qu'il était sociable, on n'a pas dit que c'était le plus intelligent. Durant la soirée, un policier décide d'aller aux toilettes, car après avoir bu une bière ou 2, la vessie doit se vider. Et lorsqu'il s'y rend, il remarque qu'il y a une odeur étrange qui s'échappe de la ventilation. Et cette odeur, il la connaît fort bien. Depuis presque 20 ans dans le métier, il redoute ce qu'il est en train de sentir. Pour lui, c'est une odeur de cadavre en putréfaction. Lorsqu'il revient des toilettes, il en alerte son collègue, la soirée prend fin et ils vont essayer d'obtenir un 2e mandat de perquisition pour fouiller le vide sanitaire, car c'est là que la ventilation menait. D'ailleurs, lors d'interrogatoires, la police a interrogé un assistant de John Wayne Gacy qui expliquait qu'il avait dû faire quelques travaux dans ce vide sanitaire et que John était devenu complètement furieux lorsque celui-ci n'avait pas creusé en ligne droite mais plutôt en diagonale. Il était devenu foudrage et lui avait demandé de stopper immédiatement les travaux qu'il était en train de faire. Entre-temps, pendant que la police essaye d'obtenir son 2e mandat de perquisition, John, il continue d'être suivi. On ne le lâche pas. Il faut absolument que cet homme reste à Chicago et ne prenne pas la fuite. John, il est un peu stressé. Et il est tellement stressé qu'il va faire une erreur qui va permettre son arrestation. Sur lui, il détient 3 joints de marijuana. Et il a la merveilleuse idée de s'en débarrasser, car il explique que si la police décide de faire une fouille sur lui, 3 joints de marijuana, ça l'enverrait en prison. C'est illégal, donc il va décider de les donner à un adolescent juste en face des policiers. Alors je sais que quand on est stressé, on peut être con, mais quand même. Alors là, vous imaginez bien la tête des policiers, et ils n'en reviennent tellement pas qu'ils contactent le procureur pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et là, le procureur leur dit « Mais arrêtez-le les gars, la marijuana c'est illégal !» Ce qu'ils font. Donc ils arrêtent John Wayne Gacy pour détention de marijuana. Entre-temps, la police arrive à obtenir ce 2e mandat de perquisition, non pas parce qu'il est en possession de drogue, mais parce que sur la première perquisition qu'ils avaient fait, ils avaient trouvé un reçu photo. Et celui-ci appartenait à Robert Pist. En fait, c'est sa mère qui lui avait glissé le reçu photo dans sa veste et lui, il était parti travailler avec sans même savoir qu'il avait ça dans sa poche. Donc, si John a ce reçu photo chez lui, c'est que Robert Pist a dû y être lui aussi. Il est alors placé en garde à vue et la police décide, elle, de fouiller le vide sanitaire. Et c'est là que le cauchemar commence. Les policiers ne s'attendaient absolument pas à ce qu'ils allaient retrouver dans cette maison. Lorsque la police commence à fouiller dans le vide sanitaire, ils tombent sur un morceau d'omoplate. À ce moment-là, ils réalisent que le vide sanitaire détient au moins un cadavre. Mais ils étaient très loin de se douter que dans cette maison et dans son jardin, ils allaient retrouver un total de 29 corps. Mais c'est pas tout. Il n'avait tellement plus de place que John a décidé de se débarrasser des autres corps dans une rivière. Donc le gars a tué pendant presque 6 ans 33 jeunes adolescents. Il y a 33 adolescents qui disparaissent, mais tout le monde s'en fout. C'est normal à Chicago. Donc, lorsqu'il découvre les corps, John décide de parler et de tout avouer. Et il commence par raconter sa première victime. C'était en janvier 1972 et le garçon qui est malheureusement décédé s'appelait Timothy. C'était un jeune autostoppeur que Gacy avait rencontré à une gare autoroutière et avait décidé de l'inviter chez lui pour la nuit. Ils décident donc alors de boire des coups, de passer la soirée ensemble et vont se coucher. Mais au petit matin, Gacy explique que Timothy était en fait face à lui, menaçant d'une arme,
un poignard plus précisément, et a voulu l'agresser physiquement. Jones a alors essayé de se débattre et dans cette bagarre, il a poignardé à plusieurs reprises l'adolescent. Comme il ne voulait pas alerter la police car la situation allait faire qu'il était le principal coupable, il a décidé de l'enterrer dans sa maison et de faire couler une petite dalle de béton pour ne pas retrouver le corps. Alors les policiers, évidemment, ils ne croient pas en sa version. Pour eux, Timothy n'avait absolument pas le profil d'être un adolescent agressif et pensent plutôt que c'est John qui a commencé à prendre goût au meurtre. Il enchaîne ensuite en parlant de John Butkovich, qui est un adolescent de 15 ans. John, il était employé par Gacy dans son entreprise de peinture et de rénovation et il se serait disputé pour une histoire de salaire impayé. Il se serait alors rendu chez Gacy pour réclamer son argent. Là, la discussion aurait tourné au vinaigre. John Butkovich serait devenu agressif et Gacy l'aurait tué par accident. En avril 1976, c'est Darrell Sampson qui fait les frais d'avoir croisé le chemin de John Wayne Gacy. À nouveau, ce garçon, il disparaît en voulant rentrer chez lui à Chicago et il est retrouvé sous la maison de John. Le 14 mai 1976, Randall Ruffett, âgé de 15 ans, et Samuel Stapleton, âgé de 14 ans, ont tous les deux disparu le même jour. Ils ont été également tués et enterrés côte à côte dans le vide sanitaire de John Wayne Gacy. Le 3 juin 1976, c'est Michael Bonin qui fait les frais de John Wayne Gacy. Cet étudiant était en train de rentrer de l'école lorsqu'il a disparu. Son corps a été retrouvé parmi les premiers identifiés dans la maison de John Wayne Gacy. Le 13 juin 1976, comme vous pouvez le remarquer, les dates sont vraiment très serrées. C'est William Carroll, âgé de 16 ans, qui disparaît à son tour. Et il est également retrouvé dans le vide sanitaire. Alors petit aparté sur la manière dont John tuait ses victimes. Avant en fait de les assassiner, il mettait au point des petits jeux malsains qui permettaient de les torturer et d'avoir l'avantage sur eux. Il leur proposait par exemple des tours de magie, où il mettait des menottes à ses propres poignets, dans le dos, et faisait croire aux adolescents qu'il arrivait à s'en défaire. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il avait la clé dans ses mains, et donc qu'il arrivait à se libérer très facilement. Une fois le tour montré, il mettait les menottes aux adolescents, et c'était à leur tour de s'en défaire, sauf qu'il ne leur donnait pas la clé. Et sans les clés, il était impossible de les retirer. Lorsque les menottes étaient mises, il pouvait faire ce qu'il voulait avec les adolescents, parce qu'il n'avait pas de moyen de se défendre. Et il variait ses techniques. Des fois, il utilisait une méthode avec des nœuds coulants. Il faisait un premier nœud coulant où il venait insérer un crayon ou un morceau de bois. Et ensuite, par-dessus, il refaisait un deuxième nœud. Et lorsque l'on venait tourner légèrement le crayon ou le bout de bois, la victime commençait à suffoquer. C'est vraiment une technique horrible, car étrangler quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très intime et extrêmement cruel. Il pouvait aussi de temps en temps utiliser des cartes de poker qui étaient enflammées. Ou encore, il faisait couler de la cire fondue sur leur corps, histoire de les brûler. Et pour certains, il allait jusqu'à les noyer dans la baignoire de sa maison. Il avait besoin, quoi qu'il arrive, de les dominer et allait même jusqu'à uriner sur certaines de ses victimes. Il avait également des rapports sexuels non consentis et il avait pour habitude de garder les corps 1 ou 2 jours avant de s'en débarrasser dans le vide sanitaire ou dans son jardin. Voilà, maintenant que vous connaissez un peu plus le personnage, retournons à cette liste interminable de victimes. Le 6 août 1976, c'est Rick Johnson, âgé de 17 ans, qui disparaît à son tour. Lui aussi, c'était un employé de John Gacy et les policiers supposaient qu'il était arrivé là parce qu'il avait besoin d'argent et que le job que John lui proposait était intéressant.
Le 25 octobre 1976, ce sont à nouveau 2 autres adolescents qui disparaissent. Kenneth Parker, âgé de 16 ans, et Michael Morino, âgé de 14 ans. Les 2 amis ont été vus pour la dernière fois ensemble avant de disparaître définitivement. Un jour plus tard, le 26 octobre 1976, c'est au tour de William Bundy, âgé de 19 ans, de disparaître. Il travaillait comme charpentier et il avait dit à sa famille qu'il se rendait à une fête, sauf qu'il n'en est jamais rentré. Le 12 décembre 1976, c'est au tour de Gregory Godzik, âgé de 17 ans. Il est employé dans la société de Gacy et il disparaît mystérieusement après avoir dit à ses parents qu'il avait rendez-vous avec son patron. L'année suivante, le 20 janvier 1977, c'est John Zike qui disparaît à son tour. Il a alors 19 ans. Il est le collègue d'un ancien employé de John Gacy. En mars 1977, c'est John Prestich, âgé de 20 ans. On a très peu de détails sur sa disparition, mais on retrouve son corps dans la maison de Gacy. Matthew Bowman, âgé de 18 ans, disparaît le 18 juillet 1977. Là aussi, il disparaît après un rendez-vous avec son patron, John Gacy. Et la liste, elle est encore malheureusement extrêmement longue, étant donné que John aura fait un total de 33 victimes. La plupart auront pu être identifiées, mais malheureusement, à cette époque-là, 6 victimes n'auront pas pu être identifiées. Aujourd'hui, on peut faire un petit update. Il faut savoir à l'époque que le test ADN n'existait pas et donc on se fiait aux fichiers dentaires. Donc si vous en aviez un, c'était bien, c'était facile pour vous reconnaître. Mais malheureusement, si on n'en avait pas sur place, on ne pouvait pas être sûr que ce soit vous. Et il faut savoir quand même qu'en 2011, le shérif du comté de Cook a décidé de mettre en place des tests ADN sur le corps de certaines victimes. Et donc il y a eu 5 nouvelles identifications entre 2011 et 2021. Donc à l'heure actuelle, il y a encore 3 victimes qui se retrouvent sans identité. Lorsque John dévoile peu à peu ses victimes et ce qu'il en a fait, il essaye toujours de faire passer ça pour un accident. Lorsqu'il passe les menottes au garçon et qu'il met en place le nœud coulant avec le crayon, il se fait distraire soit par un voisin, soit par un coup de téléphone, et lorsqu'il revient, malheureusement, le garçon est décédé. John, alors en tant que bonne personne bien respectable, tente de le réanimer, mais en vain. Bon, pour la police, ça fait aucun doute, John raconte des mythos. D'autant plus lorsqu'il retrouve dans la maison, grâce à la 2e perquisition, une veste en cuir noir, plus de 50 badges de police et sa voiture noire munie d'un gyrophare semblable à ceux des policiers. Pour eux, ça ne fait aucun doute, John se fait passer pour un policier et décide d'arrêter les jeunes adolescents un peu perdus. À savoir qu'il avait l'habitude de rôder dans les quartiers qui étaient fréquentés par les homosexuels, car à cette époque l'homosexualité n'était pas bien vue, et donc il fallait être un peu stratégique, si je puis dire comme ça, pour se donner rendez-vous et ne pas se retrouver au commissariat parce que vous avez dragué un hétéro. Et c'est avec cette stratégie et le fait d'employer des jeunes adolescents un peu perdus ou dans le besoin financier qu'il a pu se procurer autant de victimes. Et ce qui est d'autant plus révoltant, c'est que plusieurs plaintes ont été déposées à l'encontre de John Wayne Gacy. Mais comme c'était des adolescents ou de jeunes hommes homosexuels, la police n'en tenait pas compte. Et lorsque des familles venaient expliquer que leur fils devait aller voir John Wayne Gacy et n'est jamais revenu de ce mystérieux rendez-vous, on leur répondait qu'un adolescent de 15 ans est susceptible de fuguer. Et donc, que s'il n'est pas rentré à la maison, c'est qu'il avait pris cette décision-là. Et donc, il ne fallait pas s'en inquiéter et que peut-être un jour, il déciderait de revenir. Donc voilà, on était sur un super travail de la police et surtout un instinct, mais alors incroyable de supposition. Vous avez 33 adolescents ou de jeunes hommes qui disparaissent, mais c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça.
tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, revenons à nos moutons. La police, elle déterre un certain nombre de corps, 29 notamment, dans la maison de John Wayne Gacy et dans son jardin. Mais parmi les 29 corps, on ne trouve pas celui de Robert Pist. Pourtant, on est sûr d'une chose, c'est qu'il a bien été dans la maison de John. Et sachant ce que les jeunes hommes devenaient lorsqu'ils rentraient dans cette maison, les policiers se demandent en fait où se trouve le corps de Robert Pist. Ils n'ont plus trop d'espoir de le retrouver vivant. Et c'est alors que John va expliquer qu'il a l'habitude de se balader près d'une rivière à Chicago. Et ce n'est qu'en avril 1979 que l'on retrouvera le corps de Robert Pist, grâce entre guillemets aux gaz qui se sont échappés du cadavre qui était au fin fond de l'eau, le faisant remonter à la surface. Mais je n'ai pas cité toutes ces victimes, je vous mets ici la liste des malheureux qui ont croisé son chemin et qui malheureusement ne s'en sont pas sortis. Lors de ces interrogatoires, John Gacy explique aussi qu'il aimait bien ce côté bourreau. Il était un peu maître du jeu et décidait de qui allait vivre et qui allait mourir. Il se disait être à la fois le juge, le bourreau et le clown. En 1980 a lieu son procès et John Wayne Gacy est reconnu coupable de 33 meurtres. Je sais pas si on se rend compte un peu quand même du chiffre qui est effrayant. Alors pendant son procès, John c'est un petit filou, il essaye de plaider la folie. Alors évidemment ça ne fonctionne pas, les gens ne sont pas dupes. Il est alors condamné à mort et restera dans le couloir de la mort pendant 14 ans avant d'être exécuté. Pendant sa détention, John il se met à la peinture. Il peint alors des clowns, Blanche-Neige, les 7 nains et plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a même ces tableaux qui ont été vendus aux enchères. Je trouve ça extrêmement morbide. Et le 10 mai 1994 viendra l'injection à l'étal, où John prononcera ces derniers mots « Kiss my ass ». Super. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu et pourquoi pas me mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre quand c'est possible. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.